C'est toujours délicat de se voir présenter devant une assemblée. Je ne sais pas si vous voyez le sous-titre que j'ai mis sous Décidant l'incertitude. En fait, je ne sais pas vraiment, c'est intéressant la définition de Charles Pépin sur le fait de distinguer le choix de la décision. Effectivement, est-ce qu'un choix, c'est un choix objectif entre différentes alternatives? Et une décision, c'est finalement un choix qu'on fait parmi des non-choix, mais par contre qu'on essaie de tenir un certain temps jusqu'à le réévaluer. En tout cas, je trouve la décision et le choix, deux idées à garder en tête. Alors pourquoi j'ai mis ce sous-titre, selon vous? Ce n'est pas une phrase quelconque, en fait. C'est une phrase qui est un peu la conclusion aujourd'hui de la plupart des organisations qui font de la gestion de crise, que ce soit la BSPP, que ce soit même le GIGN, les organisations, c'est qu'en fait, on ne peut pas scénariser le futur. Donc si on ne peut pas scénariser le futur, il faut être prêt à tout. Et c'est super dur d'être prêt à tout. Donc pour être prêt à presque tout, le mieux, c'est de commencer à regarder le sujet de la préparation comme l'idée de se préparer à une potentialité de l'inattendu. Donc se préparer à ne pas être préparé, c'est aussi être simplement à imaginer que quelque chose qu'on n'avait pas prévu puisse advenir. Donc c'est lâcher prise aussi. Ne pas être toujours dans le contrôle, la planification, une cartographie des risques qui mettrait tout sous contrôle. Donc le monde dans lequel on rentre, il nous invite un peu à cette réflexion-là. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va traverser deux univers que moi j'ai vécu. Alors j'ai grandi dans la photo de droite pour vous, c'est celle d'un parcours personnel de montagne. Donc ça a été évoqué, hein, je suis guide de haute montagne, mais mon père était guide, mes parents étaient alpinistes de haut niveau. Alors pourquoi j'ai fait ce bouquin sur les femmes alpinistes? C'est aussi parce que ma maman, en 66, avait été la femme la plus haute du monde, à 7400 mètres d'altitude, en gravissant une montagne qui est à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, dans le Pamir. C'est le plus haut sommet d'Afghanistan, le Noshak. Et en 66, franchement, étudiante, 23 ans, gravir un sommet de 7400 mètres sans oxygène, sans soutien, c'était pas mal. Voilà. Donc j'ai toujours eu dans mon univers, donc c'est pour ça qu'il y a eu ce bouquin qui n'a rien à voir avec le sujet ce soir, mais merci de l'avoir mentionné. Donc en tout cas, j'ai grandi dans ce milieu de la haute montagne. Et peut-être, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez en tête l'idée de la dangerosité de ce métier, notamment celui de guide de haute montagne? Si vous devez donner un chiffre d'accidentologie professionnelle de ce métier. En ayant en tête votre accidentologie d'entreprise. En disant combien on peut avoir de gens qui meurent dans notre entreprise par an, en moyenne. Zéro. Zéro. Donc si on prenait la vie d'un guide sur 30 ans d'existence, quelle est sa probabilité de mourir dans son métier? 15%, j'ai entendu. 10%. Mais quand on dit ça, c'est énorme en fait. 100%? Non, c'est pas... 50%, ça serait quand même... Il n'y aurait pas beaucoup de candidats quand même. Mais en même temps, 10, c'est déjà énorme. On se dit, c'est pas possible. Bah, c'est 20%. Ça veut dire que quand vous rentrez dans ce métier, vous avez une chance sur 5 de mourir dans l'exercice de votre métier. Donc, c'est pas pour faire une fierté mal placée, c'est juste de dire que c'est des métiers dangereux. Donc, on est d'accord avec ça? Guide de haute montagne, métier dangereux. Donc, pour parler de ce sujet de décider, s'intéresser à ce métier de guide, on va y passer un petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va quand même un peu regarder ce qui se passe de ce côté-là. L'autre métier que moi j'ai exercé, donc ça a été évoqué, donc c'est ce métier de secours en montagne. Donc on voit un hélicoptère, on voit des secouristes, on voit des médecins. Et là on voit bien que c'est une mission qui est réalisée dans un environnement dangereux, des crevasses, de l'incertitude. Mais la différence avec le guide, entre un guide et un secouriste, la grande différence, c'est que normalement le guide choisit le moment où il intervient. Avec ses clients, il est libre d'aller au Mont Blanc lundi, mardi ou jeudi, vendredi, ou de ne pas y aller du tout. Le secouriste, l'alerte arrive au central du PGHM et juridiquement, au moment où elle arrive, la responsabilité pénale est transférée de la victime à l'organisation. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça veut dire que d'un coup, on est responsable du futur de cette personne-là. Pas complètement, mais quand même pas mal. Sur le plan pénal, on viendra nous demander pourquoi on n'a pas fait ceci, pas fait cela, etc. Donc c'est une organisation qui est hyper intéressante, qui a fait l'objet de plein d'études pour savoir comment ce type d'organisation s'adapte. Parce que si on arrive à sortir les clés d'adaptation de ce type d'organisation, ça peut guider une entreprise sur la manière dont elle-même peut faire ses efforts pour renforcer sa capacité à s'adapter à l'environnement dans lequel on est. C'est ça l'idée.
Ok, donc ce qu'on va voir ce soir, c'est un peu le guide et comment le PGHM a mis en place un certain nombre de stratégies pour s'adapter et faire face à sa mission dans les meilleures conditions. Alors pour commencer, on va juste décrire le monde en quelques secondes, mais juste vous donner quelques idées qui me semblent assez importantes à avoir en tête avant de commencer. Je vais aller très vite. Donc on a beaucoup utilisé cet acronyme, je ne sais pas, peut-être certains le connaissent. Ça a été même évoqué en introduction, hein, l'idée du monde complexe, volatile, incertain, etc. Donc ça, c'était le monde tel qu'il était décrit par l'armée américaine à la chute du mur de Berlin. Ce qui est étonnant, c'est que les entreprises s'en sont emparées récemment. Alors que le monde, il n'est plus comme ça. Il est encore un peu différent. Donc le monde, peut-être, alors ça c'est un acronyme à la noix, hein, c'est à la mode américaine, on a toujours des acronymes pour décrire le monde, mais en même temps, il y a des idées derrière. L'idée de la fragilité, brittle. L'idée de l'anxiété. L'idée de la non-linéarité. L'idée du bruit. Du bruit. On est dans une civilisation du bruit. L'idée de l'incompréhensible, c'est qu'on a du mal à indexer une information sur la bonne compréhension. On a un événement qui arrive, comment on l'interprète? Donc ça change quand même le monde dans lequel on est, il est plus VUCA. Il est en train de bouger vers autre chose. Donc c'est compliqué quand même de décider dans cet environnement-là. Si on prend juste l'exemple de là où je viens ce matin, j'étais à Chamonix, là où j'habite. Voilà, température moyenne dans l'hémisphère nord, augmentation depuis 1864, les premières mesures de Météo France, plus 1 degré. France, 1,4. Chamonix, 2,1. Ben ça, c'est pas forcément un truc qu'on a en tête de manière évidente. Qu'est-ce qui se passe à Chamonix avec 2,1 dans quelques années? Il n'y a plus de glaciers. On est d'accord? 2,1, c'est beaucoup. Hein. Et ça va continuer. Donc ça veut dire que les glaciers ne sont plus là. Alors vous allez dire, vous les montagnards, avec vos glaciers, vous nous saoulez, quoi. Nous, on s'en fiche des glaciers. Il y a quand même 3 petits ruisseaux qui sortent des glaciers de l'Europe. Les glaciers qui sortent tous à peu près de la Suisse et de la France. Il y a à peu près 100 km, 50 km de large, 100 km de long. Une zone qui fabrique tous les glaciers de l'Europe. De cette zone glaciaire qui va disparaître bientôt, il y a 3 ruisseaux qui sortent. Vous les connaissez tous, évidemment. Le Rhin, le Rhône, le Danube. Donc imaginons qu'il n'y a plus de glaciers. Ces glaciers, ils font quoi? Ils font que quand la rivière a plus d'eau, c'est-à-dire l'été, bah, le glacier fond, donc on maintient le débit. Donc le Rhin, ces trois petits ruisseaux, en fait, l'été, ils continuent à avoir un débit qui est pas mal, parce qu'il y a des petits glaciers là-haut dans les Alpes. Et on peut parler des petits ruisseaux de l'Himalaya, hein, le Gange, le Brahmapoutre, etc., des petits ruisseaux qui alimentent des petits pays, comme l'Inde et la Chine. Donc imaginons maintenant qu'il n'y a plus d'eau dans ces petits ruisseaux du mois de mai au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on fait? Centrale nucléaire, comment on refroidit? Non mais voilà, ça c'est échéance visible. Personne aujourd'hui ne réfléchit juste à cette problématique purement de ces 3 rivières-là, avec le lien avec le glacier. C'est-à-dire, c'est même pas les questions de climat, c'est les questions de glaciers qui ne pourront plus réguler. Donc c'est juste une illustration. Deuxième illustration, rapidement. Si je vous montre cette photo de Nouvelle-Calédonie, on a un petit étonnement. On se dit pourquoi il y a un drapeau de l'Azerbaïdjan? Pourquoi il y a un drapeau de l'Azerbaïdjan sur ces mouvements qu'il y a eu l'hiver dernier, quand il y a eu, quand même, c'était presque une guerre civile hein, en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que quelqu'un a une idée? L'Arménie, voilà, l'Arménie. L'Arménie, tiens, il y a eu une guerre au Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La France a pris une position de soutien à l'Arménie. L'Azerbaïdjan n'a pas aimé du tout, mais au lieu de faire une représentation diplomatique pour protester gentiment en envoyant l'ambassadeur voir un ministre, etc., ils ont commencé à instrumentaliser les mouvements kanak pour les retourner contre la France, avec des trolls, avec du digital, etc. Donc ça veut dire qu'un pays qui s'appelle l'Azerbaïdjan, qui n'est pas sur la carte quand même un pays gigantesque, il a une action ambiguë de destruction de la stabilité, de la paix en France, dans une zone hein, de la France en tout cas. Donc on est dans ce monde-là. Alors ma question, elle est super simple. On voit bien que la pression, elle monte. Alors je ne veux pas faire un cours de géopolitique, je ne vais pas vous assommer, je vous ai déprimé en 2 secondes là déjà. Donc on va essayer de rebondir maintenant, je vais essayer de remonter la pente. Si je vous montre ce petit diagramme très simple, donc, mettons qu'on est dans un monde où la complexité et la pression temporelle grandit. Mettons, comme une hypothèse. On est d'accord sur cette hypothèse ou pas? Non, mais si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il lève la main.
qu'on discute, parce que c'est intéressant de voir, parce que je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas dans un moment plus complexe qu'au Moyen-Âge ou au néolithique inférieur. Il y en a qui pensent ça. Ma question, elle est toute simple. Qu'est-ce qu'on fait dans la prise de décision du consensus? Quand la pression et le temps, la pression du temps et la pression de la complexité grandissent, qu'est-ce que je fais du consensus dans mon codir, dans ma petite table, après une petite digestion d'un apéro agréable? Je le fais grandir ou je le fais diminuer? Sachant que je vais vous mettre la pression. Je vais dire, attendez, on a des enjeux vitaux pour l'organisation, vous allez peut-être mourir en tant qu'organisation dans 3 ans, si vous ne prenez pas la bonne décision. Non mais c'est ça, la pression. Le monde dans lequel vous devez jouer votre stratégie d'entreprise, il est compliqué. L'inflation, la macroéconomie, le marché américain qui va se bloquer dans quelques semaines. Qu'est-ce qu'on fait? On prend quelle décision dans le CODIR? Consensus qui grandit ou consensus qui diminue? Je voudrais juste avoir votre avis, à bras levés. Qui pense que le consensus doit diminuer? Assumez vos positions. Est-ce qu'il doit diminuer ou grandir ce consensus sur la décision que vous devez prendre sous la pression du temps? Il doit diminuer. Mais mettez-vous d'accord. Qui veut qu'il diminue? On est en train de rentrer dans une crise, on veut un leadership charismatique, qui prend des décisions, qui tranche, qui arbitre, etc. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui est contre? Qui veut vraiment faire grandir ce consensus dans cette salle? Non mais levez le bras, ceux qui assumez un peu. Bon allez, donc ça c'est 10% en moyenne statistique. On fait cette question-là. Il y a 10% des gens qui pensent qu'il faut faire diminuer le niveau de consensus quand on est face à la complexité. Et ça s'appelle la plus grosse connerie anthropologique. Pour qu'on se comprenne. D'accord? Parce qu'effectivement, vous comprenez que ça ne marche pas, cette idée-là. Alors évidemment, on a quand même cette croyance-là. Et sincèrement, c'est pas du tout pour faire de la politique, hein, du tout. Mais on a cette croyance au plus profond de nos tripes. Plus la pression monte, plus on pense qu'il va y avoir un sauveur qui va tout régler, tous nos petits problèmes. Le petit budget à la fin de l'année, le machin, le truc. On aimerait tellement avoir le sauveur charismatique qui arrive. Donc 90% de cette salle ici présente pense ça. Comme moi, je l'ai pensé aussi beaucoup. Et il a fallu beaucoup que je réfléchisse, je me pose des questions sur moi-même, parce que j'étais censé être ce leader charismatique au PGHM, l'unité de secours, et on m'a dit, non, t'es pas le leader charismatique, toi. Toi, t'es le gamin qui sort de Saint-Cyr, tu comprends rien à rien, tu vas nous aider à faire bien le travail, mais tu vas certainement pas être le leader charismatique qui prend les décisions. Ça, c'était ma petite leçon quand je suis arrivé au PGHM. Donc on a cette espèce de truc de ouf. C'est qu'on a un problème de pression temporelle, de complexité, et on a l'immense tentation d'aller chercher un leader charismatique pour régler le problème. Et on est tous d'accord pour dire que ça ne peut pas marcher. Parce que ce leader charismatique, comme Blaise ici présent, comme vous ici présent, on fabrique de l'erreur de manière industrielle. Parce que on a des biais cognitifs, on a des biais culturels, on a des stress, on a de l'émotion, on vient avec le sac à dos de plein de trucs à la table du CODIR. Ah, vous avez des CODIR ce soir, c'est génial, je peux parler à tout le monde. Chacun de nous amène à la table de la décision sa petite contrariété avec sa gamine qui va pas bien, son histoire de couple qui est ceci, qui est cela. La météo du matin, il y a de la neige au Havre, c'est quand même contraignant, ou en Normandie, je sais pas quoi. Enfin, on vient avec nos contrariétés. Mais comment peut-on décider avec justesse, avec ce sac à dos plein de mistakes, d'erreurs? Donc on a un monde complexe, on croit qu'il faut des chefs charismatiques. Ces chefs charismatiques, nous tous, on fabrique de l'erreur, donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, donc ça veut dire que le sujet de décider dans l'incertitude, hein, pour un peu simplifier le truc, c'est-à-dire que le premier sujet, c'est quand même de s'intéresser au leadership individuel, à nous. Nous participant à la décision en tant qu'individu seul. Et après, on va voir comment ça se passe dans une dynamique collective. Donc j'ai mis cette photo de quelqu'un que vous connaissez peut-être. Est-ce que ce dirigeant, vous en avez entendu parler? C'est ça. Et il n'est pas content du tout d'être milliardaire. Donc c'est Yvon Chouinard, donc fondateur de Patagonia. Je ne sais pas si ça vous parle, Patagonia. Donc vous voyez bien que toute sa vie, il a été inspiré par sa carrière de grimpeur dans le Yosemite, parc national du Yosemite. Il est un des plus grands grimpeurs de sa génération, années 60. Et il est toujours dans une approche assez
pensée critique, en fait. Il distribue beaucoup de leadership dans son organisation. Il aime bien travailler par consensus. Donc c'est intéressant de voir pourquoi des dirigeants comme ça sont intéressés à travailler un peu différemment. Alors je reviens sur mon sujet. Allons voir du côté des guides un petit peu. Je vais faire vite, hein. Je vais juste vous poser 2-3 questions. Mountaineers like Clementine and Blair's are dwarfed by this landscape. Mere dots on this epic playground. They are part of nature, like the rocks, the snow, and the clouds. Allez, le dernier petit pas. J'ai perdu le... Allez. Oh, is, 1, 2 et 3. Ah, c'est un vrai bonheur. Ouais, cool, mais c'est bien. Ouais, ça fait- For Clementine and Blair's, mountaineering is not just a game. It's a unique feeling of neither joy or pleasure. They climb physically and spiritually. On gravit une montagne. Ça peut peut-être vous sembler absurde, hein? Non? Mais pourquoi l'humain que nous sommes, on est autant passionné par gravir des montagnes? Mais pourquoi on a cette espèce de truc bizarre? Le chamois, il n'est pas obsédé par le sommet, en fait, il s'en fiche. Il peut être sur des petites vires au soleil, à brouter un peu du génépi, il est content, quoi. Nous, on est toujours polarisés par les sommets. Inoxtag, ça vous parle? Donc voilà, pourquoi on est obsédé par les Everest? Ça, c'était une photo d'Everest, Hilary Tenzing, 1953. Voilà, le challenge, plus haut, tout le temps, voilà, mais voilà, c'est toujours la même réponse. Mais en même temps, oui, c'est ça. Mais pourquoi nous, êtres humains, on veut toujours aller plus haut? Pourquoi on ne veut pas aller plus bas? Plus doucement? On s'ennuie, je ne sais pas. En fait, franchement, plus j'avance dans mon expérience de guide, moins je sais pourquoi je vais là-haut. Mais bon, toujours est-il que malgré tout, on est quand même obsédé par ça. Et malgré tout, ça fait quand même des trucs bizarres. Donc les gens, ils sont prêts à aller au sommet du Mont Blanc, au sommet de l'Everest, à tout prix. D'accord? Et puis, en chemin, c'est pas terrible, hein. Les campements d'altitude, ça c'est le dernier camp d'altitude à 8000 mètres, dégueulasse. Mais par contre, on en fait des héros. En fait, vous allez avoir des alpinistes qui vont venir parler ici, dire leur expérience de gravir un 8000, et puis on va en faire des héros, des nouveaux héros de la modernité, toujours plus haut. Donc, si vous deviez aller plus haut, je renonce à ça, mais c'était juste une petite digression sur l'histoire du sommet. Mais si vous deviez aller comme le petit film qu'on a vu, si vous deviez gravir une montagne avec un compagnon, qui s'appellerait un guide, un compagnon de cordée, ça serait quoi les qualités que vous attendriez de cette personne? Là aussi, toujours pareil, dans la métaphore avec un dirigeant, si j'attends d'aller dans une montagne qui est dangereuse avec quelqu'un des qualités particulières, peut-être c'est les mêmes qualités pour le dirigeant, non? Enfin, c'est un guide, quoi, le dirigeant. Non, c'est pas ça. Donc en fait, on fait le même job. Vous êtes des guides, donc vous devez répondre à la question. C'est quoi un bon guide? Il a déjà fait? Non, ça marche pas. Ah non, mais ça, c'est une super remarque. Il aurait dû déjà faire le développement de l'entreprise, le sommet avant. Ben, ça serait pas marrant pour nous, hein. On ferait toujours les mêmes montagnes, hein. Ça serait hyper... Bon. Non, on va sur des montagnes qu'on ne connaît pas. Parce qu'on est irresponsable. Comme des dirigeants. Non, je plaisante. Non, on va pas forcément dans des endroits qui sont connus. Non, c'est pas une caractéristique que je peux retenir, malheureusement.
Ça serait sympa de dire, je monte dans un bus qui s'appelle le guide, il m'amène toujours au même endroit, etc. En plus, il prend le risque de la routine. Et il peut s'endormir dans ses pratiques professionnelles. Donc, ce n'est pas la qualité que je verrai tout de suite. Qu'est-ce que vous verrez comme qualité? L'écoute, le partage, la confiance, le calme, la sérénité, des qualités humaines, on va dire, sur la partie relationnelle, relation au stress, etc. Oui. Persévérance. Persévérance. Endurance, ça c'est autre chose. Persévérance, c'est déjà un peu biaisé. Parce que si je suis trop persévérant, il fait très mauvais temps, il y a l'orage qui arrive, mais je suis persévérant. Je continue. Donc c'est une qualité qui est un peu ambivalente. Et par contre, l'endurance, oui, c'est pas mal. La cohésion, l'esprit de cordée, la capacité à être un bon camarade, oui. Sûr de lui. Ouais, un peu, mais pas que. 20% de mortalité, on se souvient. Hein. Donc il y a quand même souvent des cas où il se trompe. Hein. Donc sûr de lui, mais un peu avec du doute quand même. Culture du doute, plutôt. On va dire culture du doute, c'est ça que tu voulais dire? Ouais. Ok. Quoi d'autre? Expérience. Donc on condamne tous les jeunes guides, en fait, hein, qui sont incompétents. Donc c'est la fameuse formule, un bon guide est un vieux guide, hein, voire vivant encore. Mais bon, bref, je ne peux pas rester trop là-dessus, ça serait très marrant de nous faire travailler là-dessus. Et voilà, mais en tout cas, il y a un travail qui a été fait par un chercheur américain sur ça, cette question du bon guide. Il était responsable du département de leadership de l'université américaine, il s'appelle Wharton. Et en fait, il a sorti ces qualités-là. Donc il y a pas mal de trucs qui quand même touchent un peu à la gestion des risques, la décision. Parce qu'en fait, finalement, un guide, on le paye quand même pour prendre des bonnes décisions, non? Même s'il est super à l'écoute, qu'il est super empathique, c'est bien, hein. En même temps, s'il se trompe tout le temps, moi, je ne prends pas le guide. Hein. Je ne mets pas mes enfants avec un guide qui est super empathique, mais qui fait que des conneries. Donc ça veut dire que la décision et la gestion des risques, c'est une des qualités fondamentales. Ensuite, il y a tout ce qui relève de la relation, évidemment. Tout ce qui relève de plein de choses, de la capacité d'empowerment, etc. On peut passer du temps là-dessus. Mais quelle est la qualité la plus importante selon vous? Donc ça serait le fait de... C'est l'empowerment, c'est la capacité de prendre la personne et de l'aider à monter. C'est plutôt l'idée de l'empowerment. Donc ça, c'est ce que tu dis. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée-là? Parce que moi, c'est celle que je pense être la plus importante, en fait. La connaissance de soi. Parce qu'en fait, je reviens à ma petite idée depuis le départ, si je fais des erreurs en tant qu'être humain, si je me connais un peu mieux, je vais peut-être en faire moins, non? Enfin, moi, je suis un producteur de... Alors si je parle un peu en mode sud, couillonnade, mais erreur. Je produis de l'erreur du matin au soir en tant qu'être humain. Non? Non, je sais que vous êtes des êtres parfaits, excusez-moi. Mais moi, Blaise, je produis de l'erreur. Je pourrais vous en raconter chaque année des erreurs où je n'ai pas bien apprécié, je me suis un peu trompé sur la personne, sur le chemin, etc. Non, pas vous? Donc en fait, la question fondamentale, c'est comment, en tant que membre d'une équipe de direction, on travaille sur soi pour voir ce qu'on amène comme erreur à la table de la discussion, comme je disais tout à l'heure. Donc connaissance de soi, mais on ne peut pas le faire de manière générale. C'est pour ça que ce modèle, il est hyper intéressant, parce que ça vous invite à vous questionner sur où est-ce que je suis fort, est-ce que moins fort, etc., dans mes aptitudes à amener des bonnes choses à la table de la décision, et à me dépolluer de ce qui amène beaucoup d'erreurs. Donc ça, c'était un peu une introduction pour aborder ce sujet. J'aimerais bien maintenant qu'on regarde de manière plus pratique le secours en montagne. C'est là où on va avoir peut-être plus de choses pratiques à extraire. Donc je vous rappelle qu'un secours, c'est un événement qui se passe quelque part avec un tas d'informations qui arrivent à une table qui s'appelle la table de régulation, où il y a un chef de la régulation, il y a quelqu'un qui gère les coups de téléphone, ils sont en général 3 ou 4. Et à partir de là, il va falloir prendre un certain nombre de décisions pour engager l'action, donc engager des équipes de sauvetage sur le terrain, et puis prendre en charge une victime. Ça, c'est ce qui se passe dans un séquençage hyper court. Le PGHM à Chamonix, c'est 1800 sauvetages par an, donc c'est 1800 décisions, enfin, au moins au départ, puis après parfois plusieurs dans l'action à conduire. Donc ça veut dire parfois c'est des journées où il y a 20 opérations de sauvetage, parfois certaines sont combinées, les alertes arrivent en même temps. Donc il faut arriver à produire la qualité de la décision avec cette data qui arrive de manière extrêmement intense. Donc une petite opération de secours pour se mettre un peu dans l'ambiance. Je vous prépare un peu mentalement parce que ça crie un peu dedans, donc soyez pas traumatisés.
L'hélicoptère vient récupérer le premier. Dans quelques minutes, l'ennemi sera là. On n'y verra plus rien. Alors le mec il est là. Allez. Faut t'avancer encore un peu, Richard, avance encore un peu, avance encore un peu. Voilà, c'est bon. Ok, il va pas le grimper, ça va le faire. Ok, il est à l'intérieur. Le gars. Ok, tu peux dégager. Reste le deuxième homme. Parle à la radio, Matt. Ok. Allez, en double, vous pouvez tirer là. On le sort, hein, on le sort. On le sort de la crevette, correct? Ouais, on le sort, on le sort. Faut tirer. Au fond du trou, Matt a réussi à accrocher le deuxième homme à la corde qui est reliée au treuil en surface. Mais au moment où il commence à le tirer, c'est semble-t-il la jambe qui est coincée. Donc qu'est-ce qui se passe en bas En bas, donc on a notre personne qui est blessée. Donc les deux secouristes ont du mal à la décoincer. Le problème, c'est qu'on peut pas envoyer plus de personnel parce que c'est beaucoup trop exigu. Donc les deux gars sont en train de piocher pour le dégager au mieux de son amas de glace. Il pioche et creuse la glace pendant plus d'une heure pour le dégager. Il faut sortir là. Ouais, c'est gagné. Tu donnes du moment, on lui met les clous. Ouais, Matt, tu veux qu'on descende ou qu'on monte? Non, non, on monte. Il est bon, il faut le tirer. Allez, c'est ok. Il est parti pour le voyage. Allez. Viens, devant ta main, accroche-la. Après 3 heures dans la glace, la température de l'homme a beaucoup baissé. Il est en hypothermie. Allez. Ouais, allez. Récupération de la personne immédiate, récupération immédiate. Ok mon gars, ça va? Est-ce que tu m'entends? Oui. Ça va? Ça va bien? Reviens. Ok. L'hélicoptère arrive dans 5 minutes, ok? Et après on t'emmène. Il est 21h30. Les deux hommes ont eu une chance incroyable. Si l'un des deux skis n'avait pas été repéré, il serait très probablement mort dans le glacier. Donc c'est intéressant parce que j'observais un peu vos réactions et dès qu'il y a les cris, en fait, on n'est pas bien quand même. Je pense qu'il n'y a personne qui est bien. Donc ça veut dire que quelque chose qui est qu'une vidéo, avec de la souffrance, en fait, elle vient s'inviter à votre table et elle vous dérange, en fait. Comment on garde la lucidité à décider avec ce type d'émotion qui s'invite sur notre table? Pas simple. Vous voyez que c'est pas simple. Là, c'était une vidéo. C'est pas de la vraie souffrance, de la vraie complexité, de la vraie incertitude, etc. Et pourtant, elle nous dérange. Alors la question que je voudrais vous poser maintenant, parce que décider dans l'incertitude, c'est le chapeau de l'intervention. On a parlé de leadership en disant qu'il fallait quand même des gens qui soient capables de faire ça, de prendre ces décisions. Mais si on regarde une organisation, qu'est-ce qui permettrait à ces organisations de mieux décider, de mieux travailler pour pouvoir s'adapter à la complexité? Qu'est-ce que vous verriez comme chose importante à développer dans ce type d'organisation pour qu'elle reste efficace, collectivement? Donc une chaîne de décision qui soit un peu structurée, partagée, enfin, voir comment on regarde cette chaîne de décision. En tout cas, il faut s'intéresser à ce sujet. Oui. Il faut des rôles et des responsabilités claires, de la coordination. Il faut quand même qu'on sache exactement qui fait quoi. Oui. Il faut qu'on ne remette pas en question les expertises tous les matins. Donc on a de la confiance dans le pilote, dans le médecin, dans le secouriste. De la confiance mutuelle. Oui. Toute la partie logistique, évidemment. Il ne faut pas que quand on démarre l'hélico, quand on tourne la clé de l'hélico, ça ne démarre pas. C'est un peu embêtant. Oui, il faut que ça marche. Donc toute la partie préparation opérationnelle, entraînement, tout ça. Quoi d'autre encore? Alors décision, la chaîne de décision, elle va de là à là. Il faut qu'on regarde comment. On va regarder ça tout à l'heure. On va s'intéresser à ce sujet-là. C'est le thème. Donc, cette chaîne de décision, où elle est devant, elle est derrière. Comment elle se prend la décision? On va regarder. Retour d'expérience. Donc voilà, merci.
il y a plein de dimensions en fait, et tout ça, ça fait l'objet. Vous voyez bien que votre cerveau très vite, il va chercher des sujets assez importants. Et en fait, tout ce travail qui a été fait, je vous ai dit en introduction, de modélisation, de dire qu'est-ce qui fait qu'une organisation s'adapte à l'incertitude, à la complexité, c'est ces 5 points-là qui sont assez fondamentaux. Alors, on ne va pas tous les regarder ce soir, on n'a pas le temps. Vous voyez bien que si on n'arrive pas à se comprendre, non, je n'ai pas la couleur, bon, c'est pas grave. Donc, l'identité, le langage commun, c'est fondamental. L'idée qu'on soit dans un niveau de confiance, dans les expertises très élevées, c'est important. Modèles mentaux, je le garde dans la poche, on en parlera un peu plus tard. Et la décision, avec ce mot consensus, bizarre quand même. Hein. Donc, au PGHM, la règle fondamentale, c'est que toute mission qui est extrêmement complexe, engageante sur le plan de la survie collective, c'est un niveau de consensus qui est maximal. Quasiment toujours à 100%. On refuse d'engager l'action si on n'a pas un consensus à 100% dans l'équipe. Donc ça répond un peu à notre question tout à l'heure, parce que c'est une organisation qui est soumise réellement à de la complexité, et au fur et à mesure des expériences depuis des décennies, les modes de décision ont grandi progressivement à cette idée du consensus, alors que c'est une organisation militaire, avec un chef hiérarchique. Moi, quand je suis arrivé au PGHM, 27 ans, sortant de Saint-Cyr, ça a été rappelé, donc juste là dans la lande bretonne, là, faire des trous dans la forêt, moi, je pensais que j'allais commander avec mon piolet comme ça, là, dire derrière moi. L'adjudant-chef, 30 ans de secours en montagne, guide de haute montagne, Blaise, mais tu connais rien à rien, quoi. Enfin, déjà, aide-nous à réfléchir. Donc le chef, moi j'ai compris que ce n'était pas le chef qu'on m'avait appris. Ce n'était pas le chef charismatique dont on parle trop souvent. Moi j'étais là pour aider l'organisation à bien décider. Ça, je n'étais pas du tout prêt à ça. Il m'a fallu un peu du temps pour comprendre. Alors maintenant, je vous fais dérouler une petite journée de secours pour un peu mieux comprendre tout ça. Donc c'est une journée réelle hein, qui s'est passée en juillet 2020. Donc c'est une équipe de sauvetage, une astreinte qui est prise le matin. Et au petit matin, il y a un premier sauvetage qui est fait. Donc on est plein été, mauvais temps. Et un premier sauvetage qui est fait dans une pente de neige à 50 degrés en glace où il y a 2 alpinistes qui n'ont rien, qui sont juste bloqués. Ils ne peuvent plus ni monter ni redescendre, ils sont paniqués, ils sont dans une pente de glace. Voilà, donc il y a une première caravane de sauvetage qui part à pied. Ça dure quelques heures et ils reviennent vers midi au PGHM. La météo se dégrade beaucoup l'après-midi. Donc tout le monde pense que ça va être option canapé, Tour de France. On va rester devant la télé à regarder passer les nuages. Malheureusement, un petit coup de téléphone à 14h07. Bon, je vous fais écouter, essayez de capter les infos, parce que là on est vraiment, je vais vous laisser 2-3 minutes là dans vos tables de quoi dire, pour écouter et essayer de décider ce que vous feriez dans cette circonstance-là. Je vais vous laisser 3 minutes. Hein. D'accord ? Je vous laisse écouter. Et vous êtes chacun l'équipe d'astreinte du PGHM de juillet 2020. Ça vous va ? C'est parti. Hello, this is Mountain Rescue. PGHM, j'écoute. Is it Mountain Rescue? Yes, this is Mountain Rescue. I'm listening. Can you help? My friend is injured and we need help, please. Where are you exactly? We are near the Mont Blanc de Courmayeur. And what altitude? Around 4,700, 4,750 meters. Tell me what happened. We were going through the Poultry Ridge and my friend he fell in a crevasse and managed to get him out and we continued but now he's not feeling well and he's unconscious. How many are you? Just 2 of us, my friend Dan and me. And who is your friend? He's not good, he can't move anymore, he's sometimes conscious, sometimes unconscious. He's not feeling well at all. What is the weather at your place? We can't see shit and there's a lot of wind, maybe, I don't know, 25 miles, 40 km per hour and it's getting really cold. You have something to survive? We have our bivy gear because we've been here for 5 days but we don't have food anymore. We've used everything. We've been in the mountains for the past 5 days. Keep your battery close to you. We will call you back in 15 minutes. You can hang up now. Thank you. C'est bon, c'est clair pour tout le monde ? Alors la situation, elle est vite fait. Donc ils sont là, la petite étoile rouge, là, c'est les 2 alpinistes. Après 5 jours d'ascension du versant italien du Mont Blanc, épuisés, un est tombé dans une crevasse et en train de déclencher un œdème pulmonaire. Pas en super grande forme. Ils sont loin, la météo est pas bonne,
Et peut-être que l'hélico pourra déposer une équipe de sauvetage vers le dôme du goûter. Du dôme du goûter au petit refuge rouge qui est juste au-dessus, il faut compter une petite heure. Du petit refuge rouge, le petit point rouge sur l'arête, au sommet 2 heures. Du sommet vers les alpinistes, encore 45 minutes. Donc 3 heures 45 minutes du point de dépose possible jusqu'aux alpinistes. Il est 14h07. On a déjà cramé 3 minutes pour recevoir l'alerte. Donc il est 14h10. Vous avez des temps de marche que j'ai évoqués. Et vous avez tout ça en données, en data, qui arrive sur votre table. Et vous avez, là je vais vous donner 2 minutes, mais en fait ça va être 5 minutes en général pour traiter ce genre de data pour le PGHM. Ça veut dire qu'il faut intégrer la dimension de la situation, la dimension de la météo, la dimension des possibilités de transport de l'hélicoptère, les timings, le matériel, la logistique, les ressources humaines avec la liste des personnels dont certains ont participé au sauvetage du matin, et les risques, l'analyse des risques. Je vous laisse 2-3 minutes réfléchir à la première intention qui vous viendrait. Allez, c'est parti, allez-y, discutez, prenez l'espace sonore, c'est à votre tour de discuter. Vous faites quoi avec ça? Faut décider, on a dit décider dans l'incertitude, on y est. Non mais vous êtes là, franchement, c'est comme ça que ça se passe. Hein, donc, donnez-moi une petite intention. On va être 2 équipes. Alors, on avance ici avec cette première option. On va aller avec 2 équipes pour faire quoi? La première pour transporter le malade avec le médecin et la deuxième pour faire un bloc de première urgence au refuge. Donc, une équipe au refuge en soutien et une équipe qui va là-haut et qui fait quoi? Donc, il fait une réévaluation sur place. Donc, vous ne définissez pas une trame complète de l'intervention. Ben non, parce qu'on ne sait pas trop. Ok, ça c'est une option. Est-ce qu'il y a une autre table qui voudrait proposer? Allez, je vais venir ici. Quelle serait votre hypothèse? Alors, une partie de l'équipe... Je reformule au fur et à mesure. Une partie de l'équipe. Alors nous, on veut celui qui n'a fait que 20% du secours du matin, mais qui est quand même... On veut Fred. On veut Fred, on veut Romain, on veut le docteur. Voilà. Mais on veut aussi bivouac, on veut aussi de l'oxygène, les caissons hyperbares. On veut du bivouac, on veut de l'oxygène. Les caissons hyperbares. Et les caissons hyperbares. On veut tout en fait. Hein. Et on veut qu'il y ait 2 sauveteurs qui restent là-haut avec, Ah oui, lui. avec celui qui est appelé, Oui. pour que les autres puissent ramener... Celui qui va mal. qui fait mal passer. Alors je reformule l'hypothèse ici. Parce que pendant la nuit, ils ne vont pas pouvoir revenir. Ils Ok. vont s'arrêter au refuge. Donc là, l'idée ici, s'il vous plaît, je vous arrête 2 secondes, on écoute la deuxième option. Donc là, ils avaient 2 équipes et ils décidaient là-haut ce qu'ils faisaient après, donc ils ne décidaient pas de toute l'opération. On envoie et on fait une réévaluation. Ici, il y a une deuxième idée qui est de dire on envoie une équipe un petit peu en soutien, une équipe devant. Ils vont se séparer, il y en a 2 qui vont rester sur place avec celui qui va pas trop mal et vous ramenez celui qui va mal. Parce que celui qui ne va pas trop mal, on peut le mettre au refuge peut-être. D'accord, ok. Mais ça veut dire que vous laissez au sommet du Mont Blanc dans la tempête 2 secouristes avec celui qui va bien. Ok, c'est une hypothèse, pourquoi pas. Encore une 3e idée peut-être. Ok, donc engager 2 équipes pour essayer de les rapatrier vers le refuge. Et évidemment, si on peut ramener jusqu'en bas, c'est encore mieux. Donc, alors juste, je ne peux pas vous faire plus que ça. Vous avez vu comment le cerveau, il rentre dans le jeu à fond. Alors juste un petit débrief à chaud là, parce que ce jeu, je le fais 100 fois par an. Et en fait, qu'est-ce qui se passe là? Là, c'était intéressant cette table-là, j'ai bien aimé. Parce qu'en fait, on a un problème, on met des ressources. On veut Fred, Romain, Paul, Jacques, on veut 10 cas de projet, on veut un peu de bagnole, on veut un peu de... En fait, on résout un problème par des ressources. Mais non, on résout un problème par des réflexions sur les options, sur les intentions. Et les ressources viennent ensuite. Donc notre cerveau, il a toujours tendance à dire on y va, et on met des ressources. Mais là, quand le PGHM fait cette première boucle là, de 2-3 minutes de première assessment, d'évaluation, c'est le no-go qui l'emporte. C'est no-go. Mais quand on pose un problème comme ça, notre cerveau, il est toujours à aller chercher une solution active. Le no-go n'est pas une option. Parmi vous, quelles sont les tables qui ont envisagé sérieusement le no-go? Hein? Ah, c'est vrai que vous êtes des entrepreneurs. On s'engage, c'est ça. On y va, on fonce. Bon, bref. Alors, je continue.
Je continue, j'ai pas le temps malheureusement de faire beaucoup plus que ça, c'est juste pour vous mettre un peu en bouche sur les problématiques qui se jouent. En réalité, dans cette première boucle de décision, il y a 11 options. Il y a 11 options. Je ne peux pas les passer tout en revue, mais il y en a 11. D'accord? Le no-go en est une, les 3 qu'on a vus là en sont d'autres, on peut en laisser, etc. Enfin voilà. Je vous passe le détail, je vous donne la réponse du PGHM après une deuxième boucle de décision, après le no-go. Ils ont fait une petite boucle de confrontation, ils ont dit « Et si on tentait un truc? Si on tentait là-haut d'aller chercher celui qui va bien, on amène un supplément de vie à celui qui va mal, de l'oxygène et un bivouac, et on le laisse sur place, on s'échappe, parce qu'il y a un orage qui est annoncé en fin de journée, et on reviendra dans la nuit après avec une deuxième équipe en soutien. » C'est la décision qui est prise. Donc c'est une décision qui est très particulière d'aller porter assistance à 2 alpinistes et de laisser celui qui va mal et de sauver celui qui va bien. Ah bah tiens, c'est complètement crétin comme truc. On aura envie de faire le contraire. Ben non. C'est une option qui est décidée. Donc ils arrivent là-haut, ils arrivent sur place à 18h30. Je vous rappelle, vous ne l'avez peut-être pas vu dans la slide, il y a un orage qui est annoncé à 21h30. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est The Info. L'info du jour, c'est l'orage à 21h30. Le reste, c'est embêtant, c'est compliqué, mais il y a une info qui est critique, c'est qu'à 21h30, on n'est pas sur une arête comme ça en plein ciel, avec des radios, des crampons en acier, etc., avec la foudre qui va tomber. Enfin, qui veut tenter l'expérience ici? Moi, je n'ai pas envie du tout d'être sur une arête, avec l'orage, avec tout un équipement en acier, etc. Donc, l'option qui est prise, c'est celle-là. Ils arrivent à 18h30 sur place, ils se donnent 30 minutes pour essayer de donner le plus de soins à celui qui va mal, et à 19h, on dégage. Parce que le temps de retour pour une équipe avec un alpiniste, on ne sait pas trop comment il va réagir, celui qui est fatigué, mais il n'est pas trop gravement atteint, on ne sait pas. Donc on veut un peu de marge. Donc on se dit, 2h30, ça le fait. On a un peu de marge. 21h30, enfin 19h, le chef de caravane, là, juste, je vous demande d'imaginer, on est à 4700 mètres d'altitude, il fait moins 15, moins 20, il y a 80 km/h de vent, donc c'est quand même bien ambiance. D'ailleurs, je crois que j'avais une photo derrière du lieu. Donc ça, c'est l'arête où ils sont. Donc très technique, très haut en altitude. Ils sont arrivés sur place donc, quelques minutes avant. Le chef de caravane, donc à 19h, se rapproche de l'alpiniste pour lui dire « On va te laisser là ». Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Hein. Non, vous imaginez pas. Moi, je n'aime pas trop non plus l'imaginer. Le gars, ça fait une demi-heure qu'il est sous oxygène, qu'il est sous médoc un peu fort. Donc, il va un peu mieux. Donc, il était un peu en train de devenir inconscient. Il reprend un peu et là, il comprend qu'on va le laisser. Donc, qu'est-ce qu'il dit en réponse à l'annonce qu'on va le laisser? Let me try. Laissez-moi essayer. Donc, vous êtes chef de caravane. Vous avez quelqu'un qui vous regarde dans les yeux. Vous aviez décidé dans le schéma de départ de le laisser là-haut. Et vous venez de lui annoncer que vous allez le laisser et il vous demande de le prendre avec vous. Je vous laisse décider par table et je veux vraiment avoir une décision là, parce que là, elle est importante celle-là. C'est une réponse par table. Donc, avant de vous demander ce que vous avez décidé, j'aimerais juste que vous réfléchissiez 2 secondes à ce qui s'est passé autour de votre table là, dans la discussion. Certains sont allés jusqu'au vote à cette table. On vous a vu lever le bras. Donc, espèce de dernier recours, on vote. Comment on prend cette décision? Est-ce que vous imaginez demain matin, quand vous allez être à la fin de l'opération, avec soit un secouriste qui est mort pendant l'opération, parce que le risque était trop important, soit parce que l'alpiniste est mort, ce qui est la réalité, comment ça va se passer entre nous, comité de direction, nous, équipe de secours, nous, cercle de décision? Comment on fait 1800 sauvetages si là, on laisse trop de plumes? Donc, est-ce que vous sentez profondément que essayer de sortir de ce temps de décision en étant en consensus serait pas mal? Non? Donc, ma question, c'est quelles sont les tables qui ont absolument 100% de consensus sur cette décision qui va être annoncée? Ok, alors, bon, il y en a 3-4 qui assument, d'autres qui sont plutôt partiels. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas vraiment d'accord avec la décision. Maintenant, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez décidé. Non, quelles sont les tables? Juste, il y a une main qui se lève par table, qui ont décidé de le laisser. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, qui le laissent, qui l'abandonnent.
Bon, 12, vous êtes 20 tables, je crois. Donc 12 qui décident de le laisser. Combien décident de le prendre? Une. Bon, il y en a qui n'ont pas encore décidé alors. Qui, dans cette salle, a imaginé plus que 2 options? Il y a combien d'options? Allez-y, dites-nous votre autre option, s'il vous plaît, on écoute. Donc la décision qui a été prise par le PGHM, c'est celle-là. Ce qui a été proposé, c'est de faire du test and learn. On se donne 15 minutes, par exemple, pour voir si cet individu était au bon rythme. Ah tiens, on était encore binaire. On le laisse ou on le prend. On achète ou on vend. Mais non, il y avait une troisième voie, c'est le test and learn. Donc vous imaginez, vous êtes 110 personnes dans cette salle. Je vous ai mis un tout petit peu la pression temporelle. On est quand même bien assis, on a un peu mangé avant. On n'est pas en hyper stress. Donc les conditions sont plutôt favorables à l'expérience sur décider dans l'incertitude. Et on n'arrive pas à attraper les hypothèses cognitivement. Vous voyez le truc? Donc ça veut dire que quand on parle d'incertitude, on doit quand même se dire on a une capacité à scénariser un peu plus large, quoi. Parce que si on part sur nos croyances, nos certitudes, on va sauter dans les premières options. Alors, je vais me faire vraiment engueuler. Donc évidemment, le PGHM décide donc de faire le test and learn. Ils partent avec l'alpiniste et il se met au bon rythme. Et ils arrivent à 21h30 pile poil au refuge Valo. Là, au refuge Valo, je vous la fais courte, ils avaient espéré que le caisson hyperbar qui est dans ce refuge en permanence fonctionne bien, mais le caisson hyperbar fuit. Et ils vont avoir une troisième boucle de décision que je vous épargne ce soir, parce qu'on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'on fait? On a un caisson hyperbar qui fuit, la météo nous donne encore 1h30 de marge, l'orage arrive un peu plus tard. Il y a un autre refuge un peu en contrebas, vous avez vu sur le dessin que je vous ai montré, il y a le refuge Valo, il y a un refuge plus bas, on a la tentation d'aller vers le bas, et ils décident d'aller vers le bas. Et là, évidemment, dès qu'ils descendent sous le refuge, l'alpiniste qui a déjà tellement donné pour arriver là, n'arrive plus à avancer. Et là, ils avaient demandé aux guides aussi de venir vers eux avec des petits drapeaux pour marquer l'itinéraire sur le glacier. Les guides disent, nous, l'orage arrive plus vite que prévu. Donc ils se retrouvent au milieu du glacier, donc vers 22h30, avec cet alpiniste qui avance plus, avec l'orage qui arrive plus vite. Donc c'est la fuite en avant vers le refuge du bas. Tout le monde est sauvé, c'est magnifique. Donc on a une jolie carte postale de nos amis anglais, donc, amis entre guillemets. Et effectivement, la dernière boucle de décision, en fait, le PGHM estime que c'est une belle erreur. Si on reprend donc ça au débriefing, en fait, il y a un débriefing qui est derrière, donc on a toujours ce temps du débriefing des opérations. Ils se rendent compte en fait qu'ils étaient sur ces fameux biais d'optimisme. Ils avaient tellement réussi la première partie de l'histoire que ça a toujours la tentation d'aller plus loin. Donc même une équipe professionnelle formée au risque humain, etc., en fait, elle se fait avoir comme de la bleusaille. Alors, moi, j'ai 2 choses en guise de conclusion. Je ne pourrais pas en dire beaucoup plus que ça, mais en tout cas, il y a 2 idées que je voudrais partager là-dessus. C'est que, décidons dans l'incertitude, ma conviction fondamentale, à travers l'expérience de la montagne, c'est la complexité, risque vital, toujours essayer de faire émerger du consensus, mais avec la crainte qui est la dynamique collective nous emmène dans le mur, ensemble, en chœur, parce qu'on a des résonances du groupe qui font qu'on ne voit pas la criticité des choses. Donc il y a 2 outils qui vont nous permettre peut-être d'y faire face. Donc le consensus véritable, je vous le rappelle juste, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces choses-là, on a toujours 3-4 points clés qui sont vraiment importants pour en fabriquer. Le premier, c'est que quand on prend une décision, on définit qui participe à la décision. On n'est pas obligé de coller aux organigrammes. On peut tout à fait faire des groupes de cercles de décision qui sont un peu hybrides, avec des membres du CODIR, des experts, des salariés, des clients, etc. On n'est pas obligé de suivre des organigrammes parce que les organigrammes n'ont jamais été conçus pour répondre à tout type de situation. Première idée. Deuxième idée, on démarre au plus près du terrain, ça a été évoqué tout à l'heure, dans la chaîne de décision. On donne la parole aux gens qui sont au contact du réel. Et on le fait vers les gens qui sont les moins experts, les moins expérimentés. Parce que si vous donnez la parole à l'expert, lui, il sait tout en fait. Donc il va amener le collectif dans une décision qui n'est pas forcément la bonne. Donc on fait très attention à qui on donne la parole en premier. Le tour de parole, il est simple. Chacun redonne sa compréhension de la situation, les risques principaux, et propose une option. Donc quand vous faites vos tours de parole là, chacun doit redonner sa compréhension de la situation, parce qu'on a tous compris une parcelle de l'histoire. Je vous ai mis une bande-son un peu pourrie en anglais. Vous avez compris des trucs plus ou moins. On a besoin du collectif pour reconfigurer la compréhension du global.
Évidemment, le leader parle en dernier. Alors là, qu'est-ce qu'il se dit? Le Blaise, il a fumé la moquette. Ben ouais. Ça a été la grande leçon pour moi en arrivant au PGHM. La deuxième, c'est que moi, j'étais pas satisfait non plus. Quand j'ai dirigé l'école de formation, je me rendais compte qu'on faisait des bêtises collectivement. Parce qu'il y avait des effets de mimétisme, d'entraînement, de dynamique de groupe qui n'étaient pas forcément favorables. Donc le modèle sur lequel moi maintenant j'accompagne les dirigeants ou les organisations et les CODIR en particulier, c'est ce fameux petit sapin, juste un peu sympathique, avec juste 2-3 idées simples. On part des racines, on peut faire une analyse, un mode SWOT ou un mode PESTEL, ou une analyse globale de la situation. En fait, avant de comprendre les Anglais, on comprend la montagne, on comprend la météo, on comprend les données macro. On se rappelle un peu pourquoi on est là. On n'est là pas que pour sauver les 2 Anglais, on est aussi là pour se sauver soi-même un petit peu. Donc la sécurité fait partie aussi de la mission. Ça change la donne quand on dit que la mission, c'est l'un et l'autre, mais pas au détriment. D'un coup, ça change la perspective. Ensuite, il y a 3 boucles extrêmement simples. On pose tous les scénarios. On fait l'effort de s'arrêter 2 secondes. On ne saute pas sur la première option. Quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On a 11 scénarios sur la table. On est le CODIR. On se frite. On se confronte, mais en se respectant. C'est pas parce que quelqu'un critique, il critique la personne, il critique l'idée, il critique pas la personne. Ça, on a du mal à introduire, surtout quand on se connaît depuis un certain temps. On a des vrais risques d'effets mimétiques de groupe, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se confronter, à avoir une pensée critique qui s'installe dans l'équipe de direction. Et puis on essaie quand même de sortir par 100% de consensus quand on s'engage. Si on a 100%, il n'y a pas quelqu'un dans l'équipe qui va torpiller le projet, parce que comme c'était pas le sien, ça arrive jamais, hein. Surtout ici. Mais malgré tout, de l'observation, enfin bref. Si vous avez un CODIR à 10, s'il y en a 2 qui ne sont pas du tout d'accord, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont savonner la planche. Même si c'est inconscient. Ils vont faire en sorte que leur propre direction ne fait pas totalement le job, etc. Bilan, on rate. D'accord? Donc c'est un petit arbre de décision. Ce n'est pas la perfection, mais c'est juste une piste pour commencer à réfléchir sur ces sujets-là. Et on arrive, donc la conclusion, et puis un certain nombre de ressources que je vous donnerai, mais on distribuera par le groupe Tilt. Il y a de la vidéo, etc., avec des livres qui ont été évoqués. Mais avec le QR code, vous avez un certain nombre d'articles. Peut-être le seul article que j'aimerais bien que vous notiez à suivre, c'est un article que j'ai écrit pour Harvard Business Review en février cette année, où je prends le même sauvetage que vous avez vécu là en mode vite fait, mais un peu en le creusant, pour savoir ce que c'est qu'une organisation apprenante. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation apprenante? C'est important. Voilà, merci.